Je récupère mes notes, j'ai encore lancé mon Ça fait agenda. 1 heure que ça enregistre en fait. Non, je viens de lancer là à l'instant, c'est con. C'est comme la TG où on lance les lives un quart d'heure avant de démarrer vraiment l'émission. Bah, c'est très bien pour avoir des bonus, hein, mine de rien. Ah oui, ça, des bonus, on en a. Hein. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. J'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer est que Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais. Coucou tout le monde, ça fait 7 numéros qu'on essaie de se persuader qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries, et jusqu'ici on y arrive pas trop mal, je pense. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle le Schmilblick, on réunit simplement un petit groupe de personnes pour se rappeler ensemble un grand moment de notre enfance. Ça peut être un jeu vidéo, un programme télé, ou comme ce sera le cas aujourd'hui, un film fondateur de notre culture ciné. Aujourd'hui, j'ai 4 paléontologues avec moi. Je vais d'abord faire un bonjour à Asina, notre scénariste et artisan martial. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, merci. Comment ça va depuis l'épisode 4 sur Ayam ? Eh ben, non, ça va bien, ça va bien. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je continue à signer mon nom générique de plusieurs trucs petit à petit, donc ça se passe pas mal. Et je continue effectivement à développer mon artisanat martial. Et tu peux toujours rien dire sur tes boulots ? Toujours rien, malheureusement. Bon, le fil rouge de ce podcast, ce sera savoir dans quoi ils signent les prochains temps. Pour les 3 autres, ce sont leurs premières venues dans ce podcast, mais ils m'ont déjà fait l'honneur de participer à mon autre émission, Moche Collatéral. Je vais procéder à rebours et saluer Rutil d'abord. C'est toi, Rebours. C'est toi, rebours. J'ai dit que j'allais commencer par toi. Comment ça va ? Ça va très bien. Ravi de revenir et pour une formule différente. Je suis chaude bouillante. Oui, parce que dans l'autre émission sur l'anneau, on avait fait un podcast de 6h30, un truc du genre. Tu veux te représenter au monde peut-être ? Oui, je suis scénariste de bande dessinée, bientôt effectivement scénariste de dessin animé, j'espère. Et aussi le week-end, je suis libraire de chic et de choc. C'est une nouveauté par rapport à la dernière fois. C'est nouveau. J'enchaîne avec l'ami Sartman. Salut à toi. Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Ça va super bien, César. Alors toi, tu es le co-animateur du podcast Pourquoi Buffy c'est génial, Tout à fait. qu'il est sans doute inutile de présenter, mais fais-le quand même. Oui, tout le monde le connaît. C'est un podcast, donc c'est des commentaires audio des épisodes de la série Buffy contre les vampires, pour bien expliquer à tout le monde que la série est incroyable. Tout le monde n'est pas au courant. Et même ceux qui le sachent, parfois ils n'ont pas vu toutes les petites métaphores cachées, le sous-texte, les petites anecdotes, tout ça. Donc on explique tout ça en commentant un épisode en direct. Et forcément, avec toi, on avait fait un enregistrement sur Webdon Voilà. de seulement 5 heures. C'était donc facile. Qu'est-ce que tu veux dire de toi, sinon, pour te présenter Essayer de justifier ma présence ici. Je travaille dans l'audiovisuel, je suis monteur. Et je suis un grand cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma. Et comme tu l'as dit, ce film, de par notre génération, je pense, a beaucoup marqué ma cinéphilie personnelle. Donc voilà, j'aime bien les films, j'aime bien en parler, donc je suis très content d'être là. Eh ben, j'espère. On termine le tour de table, le tour de table basse en l'occurrence, avec Manu. Salut mon grand. Ouais, c'est parce que je suis le plus vieux, c'est ça ? Ah oui, je pensais que c'était... Mais non, c'est toi le plus vieux, ouais, t'as raison. La sagesse en dernier, c'est bien connu. Comment tu vas ? Bah écoute, je soigne mon rhume, donc je vais essayer de pas trop tousser aujourd'hui. S'il te plaît, parce que sinon je saurais dorénavant que le micro rouge est celui qui a les germes. Alors toi aussi tu fais partie de la grande famille du podcast francophone puisque tu participes à l'ATG, l'agence Oui. Geek. Si tu veux dire qui tu es, qu'est-ce que c'est ? Oui, bah écoute, c'est un podcast, on va dire, de geek dont je suis le plus jeune et de loin, et où on commente un peu tous les sujets qu'on peut trouver susceptibles d'intéresser les geeks, toujours avec un invité. Et moi, j'y participe essentiellement pour faire une rubrique de lecture SF, fantasy, enfin imaginaire. Et toi, avec toi, on avait fait un numéro sur Neil Gaiman, Dommage collatéral. Ouais. Seulement 3 heures. Oui. C'était bien aussi. Vous verrez, les auditeurs, que ces trois-là sont chacun de une bonne raison d'écouter Dommage collatéral. Puis Asina, vous le connaissez déjà, vu qu'il a participé à YAM. Et vous savez à quel point il parle bien. On va s'y mettre. Merci à tous les 4. Vous avez tous souhaité participer à cette émission en particulier. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On va parler d'un film culte, à savoir Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Ah oui. Et ben la maman du petit dinosaure, elle est morte.
Et non, on va évidemment parler de Jurassic Park, qui a sans doute fait partie du top 10 de plusieurs membres de l'assemblée ici présente, quand on était gosse et sans doute encore aujourd'hui. Comme d'hab, je vais demander à l'un d'entre vous de rafraîchir rapidement la mémoire des gens en représentant le film. Qui se dévoue? Allez, Sartman. Oui, avec plaisir. Film de 1993 de Steven Spielberg. Donc 25 ans cette année. Voilà, ouais. Que dire d'autre avec Sam Neill, Laura Dern, Richard Attenborough, Jeff Goldblum, Samuel Jackson dans un super rôle. Et c'est un film de dinosaures. De fougères qui bougent. Voilà, mais enfin, j'y reviendrai sûrement plus tard, mais j'ai une théorie, c'est que c'est vraiment un film de dinosaures. Les stars de ce film sont les dinosaures et personne d'autre. Oh, il aurait pu se faire sans la présence des acteurs que tu as cités, c'est clair. Exactement, enfin voilà. Oui, peut-être étoffer cette présentation. Écoute, on peut dire que c'est effectivement en fait, comme le titre le dit, c'est un parc dans lequel on a des dinosaures, donc on a recréé des dinosaures. Et le parc n'est pas ouvert au public encore. Le créateur du parc invite des experts pour faire valider le truc auprès de ses investisseurs, se rassurer. Et évidemment, la visite va pas se passer comme prévu. Juste une petite précision, si je ne dis pas de bêtises, ce Jurassic Park est une adaptation en fait d'une série de romans qui Michael existe. Crichton, ouais. Voilà, tout à fait. Je crois même que l'élaboration du film a commencé peu ou prou pendant que le film était en cours d'écriture, donc c'est un projet déjà transmédia. Ouais, et il signe le scénario avec David Koepp, Crichton écrivait souvent les adaptations de ses propres bouquins. Beaucoup de ses bouquins ont été adaptés au cinéma. Et ça reste la plus grosse réussite de Spielberg en termes de chiffre d'affaires encore aujourd'hui, je crois. Hop, on va lancer le chrono et je vous rappelle les bails. On a une petite clochette pour nous indiquer le mi-parcours et un gros gong. Quand c'est fini, c'est parti. Petit tour de table pour commencer. À quel âge et à quelle période vous avez découvert le film? Asina commence. Parce que je suis le plus jeune, c'est ça? Non, c'était tout à fait impromptu et pas réfléchi. Alors moi, j'ai découvert Jurassic Park quand j'avais 9 ans ou 10 ans, c'est un peu dur de me rappeler exactement. Je l'avais vu pour la première fois, pour ma part, en VHS, chez mes oncles et tantes, et j'ai pris évidemment une énorme claque. J'avais un ami qui était obsédé par ça quand on était dans la cour de récré, qui me disait « Asina, il faut que tu regardes ça !» Voilà, c'était à peu près son mantra qui revenait au moins une fois par jour. Et il avait raison, hein, je tiens, Pierre, si tu m'entends, hein, tu avais complètement raison, j'aurais dû m'y mettre beaucoup plus tôt. Et c'est comme ça du coup que je l'ai vu, et j'ai eu la chance aussi de le revoir un peu au cinéma. Il y avait quelques projections spéciales au Marc Lambert, au Saint-Lambert, au cinéma des Saint-Lambert. Quelques fois pour les 15e celui-là. Ouais. Exactement, ouais, il y avait des projections pour enfants de films classiques, y compris il y a eu aussi donc ça, et j'ai eu l'occasion de le voir à ce moment-là, et c'était génial. Voilà, c'est donc comme ça que je l'ai découvert. Faut-il c'est assez marrant parce que je l'ai vu pareil à 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment beaucoup trop jeune en fait. Le film est interdit au moins de 12 ans, il me semble. Je crois que j'ai dû le voir. Il est interdit au moins de 12 ans. Je l'ai vu à 11 ans en salle. Donc le guichetier a pas fait son taf. Il me semble que c'est accord parental souhaitable, mais en France, qui était le rond bleu à l'époque. Mes parents auraient pas dû donner leur accord. À la télé, oui. En gros, moi je m'en souviens hyper bien parce qu'effectivement j'ai saoulé mes parents pour aller le voir parce que la hype était réelle. Effectivement, j'étais à fond. Mon père s'est assis à côté de moi et il m'a dit très grand seigneur. Réveille-moi dans 2 heures. Non, il m'a dit très grand seigneur, il m'a dit ouais, si t'as peur, tu peux t'accrocher à mon bras et tout ça. Et moi je suis genre n'importe quoi. Et je vous mens pas. Donc introduction générique au noir, on entend les cris d'animaux. Mon père sent partir son bras sur le côté, genre fou, comme ça. Et après, je pense qu'il a plus eu de sang pendant l'heure et quelques du film qui a suivi dans son bras, en fait. Je crois que à la fin, il a dû faire quelques exercices pour ramener la vie, en fait, dans son pauvre membre qui était parti sur le côté. Je l'ai plus lâché. Alors, ça a été une séance mouvementée. Parce que quand il y a eu la fameuse scène de la chèvre, mon parrain était assis à côté de moi et au moment, c'est pareil, encore une fois très mouvementé, je m'en souviens très très bien de cette séance. Au moment où la patte de chèvre sanguinolente tombe sur le toit de la Jeep, mon parrain croit bon de me faire une blague et de me faire bouh. À ce moment-là, j'ai hurlé et
à partir de la scène du T-Rex et des toilettes, enfin le mec assis sur les toilettes et le T-Rex qui vient le bouffer. Je n'ai plus jamais fait caca de la vie. non, mais attends. J'ai enfoncé ma tête, j'ai enfoncé mon visage dans le siège derrière moi. Et il y avait 2 adolescents mâles qui étaient en train de regarder le film, et cette scène en particulier, ils étaient en train de rire. Ils trouvaient ça hyper drôle. À un moment donné, il y en a un qui a remarqué ma tête coincée entre les sièges, qui l'a fait remarquer à l'autre, et leur attention hilare est passée de l'écran à ma tête en train de faire entre les 2 sièges, et voilà, je me souviens donc de ces 2 adolescents qui me pointaient du doigt et qui se foutaient de ma gueule parce que j'étais terrorisée pendant ce putain de film. Voilà, donc ça c'était ma première séance de Jurassic Park. Faut savoir quand même que après j'ai continué à être fan du film, et fan en étant à moitié terrorisé et à moitié fan, c'est-à-dire que la nuit, je sais pas, et il y a eu d'autres gens apparemment de notre génération qui l'ont fait. La nuit, je rabattais les couvertures sur ma tête pour que les vélociraptors me trouvent pas dans mon lit. T'avais ça. Et ensuite, j'avais aussi un magnifique... C'est l'objet que j'ai pas pu amener aujourd'hui parce que tu sais, t'as demandé d'amener des objets fétiches en rapport avec le film. L'objet que j'ai pas pu ramener parce qu'il appartient à mon passé lointain, mais j'avais des photos, mais malheureusement, la maison de mon enfance a brûlé, donc voilà, j'ai une excuse. Des photos de moi avec un t-shirt Jurassic Park et un magnifique short Bermuda Jurassic Park que je portais évidemment ensemble parce que c'était un ensemble, et j'avais la méga classe. Mais t'avais 26 ans quand même sur cette photo. J'avais encore 9-10 ans à l'époque, c'était excusable. Mais voilà, enfin, je me souviens de ces photos de moi quand je suis retombé dessus en me disant putain, le sens du fashion. Du swag, tout de suite. Déjà à l'époque, voilà, j'avais le swag. Manu et toi? Alors moi j'ai vu Jurassic Park quand il est sorti au cinéma en 93. Je crois qu'il est sorti en juin aux États-Unis, donc ça doit être peut-être pendant l'été en France. J'ai noté 20 octobre, moi. 20 octobre. Ou peut-être octobre. Selon les internets. C'était un temps, faut Ouais. l'attendre 5-6 mois. Je vais pas vérifier la date, mais enfin bon, donc en gros j'avais 16 ans quoi à l'époque. Je venais d'avoir mon premier bac. Et alors ça va, moi j'ai pas eu peur. Alors j'ai sursauté un peu, comme je sursaute toujours dès que les trucs sont fait un peu pour au cinéma, mais moi j'ai le souvenir antérieur à ça que quand j'étais en CE1, il y avait dans la bibliothèque de l'école un bouquin sur la préhistoire avec les hommes des cavernes, machin, et les dinosaures. Je vais te relancer dans un Et que moment. j'ai passé à peu près les 3/4 de cette année scolaire-là à lire le bouquin en long, en large et en traviole. Donc effectivement, là, la promesse d'avoir les vrais dinosaures au cinéma, parce que ça avait été quand même, on a vu un petit peu de marketing avant, on nous avait un peu fait mousser le truc quand même, vous allez voir, les ordinateurs, machin, enfin, comme vous les avez jamais vus et tout. Et effectivement, visuellement, ça a quand même été la claque. La claque là-dessus, parce que je voyais des trucs que j'avais vus en dessin dans les bouquins, que j'avais imaginé dans ma tête, et là, ça prenait vraiment vie. Et puis l'autre truc, d'un point de vue un peu plus large, c'est que j'ai senti qu'on était déjà à l'époque en train de vivre un changement, quoi. C'est-à-dire que la preuve par l'image perdait de sa substance. Parce que là, ça y est, on voyait des trucs plus vrais que nature à l'écran. C'était plus des machins en pâte à modeler, on le voit. Enfin, on n'arrivait plus à faire la différence. Et c'était impressionnant. Et comme tu dis, ouais, ça a lancé une mode du dinosaure. Enfin, moi, je me rappelle que pendant plusieurs années après, on achetait des jouets dinosaures, on avait des affiches dinosaures, il y avait une mode. Non, mais il y a un truc avec Steven Spielberg qu'il faut comprendre, c'est que si le requin est une espèce en voie de disparition, c'est de sa faute. Non, mais 100% vrai, ouais. de sa faute. C'est-à-dire que la mauvaise image des requins, c'est les dents de la mer. Ce mec est un génie absolu. Il réussit à avoir une influence sur le monde qui dépasse l'entendement. Donc il y a les dents de la mer et Jurassic Park. Bah devinez quoi? Tout ce qu'on a appris récemment sur les dinosaures, toutes les recherches, en fait, c'était des fonds qui ont été débloqués post Jurassic Park. Faut vraiment comprendre ça. Enfin, et je le sais parce que donc j'ai été à une expo sur les dinosaures au Muséum d'histoire naturelle à Londres, et ils expliquaient ça. Ils disaient non mais voilà, on doit énormément à Jurassic Park dans la popularisation du dinosaure. Avant, tout le monde s'en foutait. À peu près. À part les paléontologues, genre tu regardes Friends, alors que Ross il a le job le plus cool du monde, paléontologue, tous ses potes se foutent de sa gueule en disant que c'est chiant. Voilà, j'ai juste ça à dire. Sartman, ta découverte à Oui, toi. tout à fait. Je vais raconter aussi ma séance de cinéma complètement épique. Épique les premières minutes. J'avais 11 ans, moi. Et c'était une séance particulière parce que je crois que c'était une des premières fois où, avec tous mes copains, on avait réussi à
S'émanciper des parents. Exactement, à faire que nos parents nous emmènent au cinéma. Donc moi je viens de la province, donc faut comprendre les parents. On est samedi après-midi, faut que les parents nous prennent leur caisse pour nous emmener en ville, pour qu'on aille au cinéma, et 2 heures après, il faut qu'ils reviennent nous chercher. Et là on les avait tous convaincus, et on était une petite dizaine dans la salle. Et pendant les pubs, on chahutait de ouf, on était des gamins quoi. Et je me souviens voir mes potes par terre en train de se mettre des claques, en train de crier, en train de foutre le bordel dans la salle, pas possible. Et je me suis dit, mais on va se faire virer, c'est un truc de fou, on va se faire virer. Et moi, je voulais le voir, ce film. Et la magie a opéré dès la première scène, donc avec la cage du Raptor, tout ça. Le calme absolu. Voilà, exactement. J'ai regardé mes potes, ils étaient tous assis sagement, la bouche complètement ouverte. Et après, comme ça, pendant 2 heures, on a été très très calme après, pendant tout le reste du film. Vous l'avez commencé à l'évoquer tous les deux, Manu et Rutil, le kink qu'on pouvait avoir sur les dinosaures qui pouvait pas forcément dater de ce film, mais d'avant, parce qu'on a tous eu des livres d'images ou des trucs comme ça. C'était votre cas ou pas, vous Possiblement, mais je sais que post-Jurassic Park, j'ai eu une période aussi embarrassante que le Bermuda Jurassic Park, qui a été... Voilà, es-tu capable de nommer tous les putains de dinosaures que tu connais? Alors il y a le Stégosaure, les périodes auxquelles ils appartenaient et tout ça, je m'en souviens plus du tout, hein. Mais j'ai vraiment eu cette période, ça a été ma période poney. Tu sais, toutes les petites filles ont une période poney. Moi, j'ai jamais pu saquer les chevaux, mais par contre, les dinosaures, j'ai tenu la jambe à beaucoup de gens en leur expliquant les différents dinosaures, d'où ils venaient, quelles étaient leurs périodes et machin. Ouais, ça devenait classe d'être comme Tim en fait dans le film. Tu savais les noms et tout, et c'était l'image. Tim est génial en fait, on veut être comme lui. Asina? Alors, moi, j'ai connu ma hype dinosaure, mais avant ma vision de Jurassic Park, sachant que quand je l'ai vu, évidemment, Jurassic Park était sorti depuis un certain moment quand même. Donc, il y a eu cette hype qui a eu largement le temps de s'installer. Et moi, j'avais parlé d'un de mes amis qui était à fond sur Jurassic Park. C'est entre autres grâce à lui, voilà, que j'avais lu tous ces livres d'images et tout qui m'avaient intéressé beaucoup à l'époque. J'ai pas eu autant d'amour que ça des dinosaures, hein, semble-t-il, puisque je vois que il y a une grosse compétition. T'as pas eu ta période poney. C'est ça, j'ai pas fait ma période poney sur les dinosaures en fait. Mais il y avait quand même un réel intérêt. Après voilà, en France, je faisais quand même partie des gamins sages qui m'aimaient bien étudier tout ce qu'on m'a dit. Oui, vas-y, tu fais étudier la préhistoire. Tu veux étudier les dinosaures? J'étudie les dinosaures. Donc il me fallait pas grand-chose de toute façon pour rentrer passionnément dans un sujet. Et la consécration de ça, pour moi, ça a été la vision de Jurassic Park, finalement. Là où pour certains, ça a été le commencement de quelque chose, moi, ça a été une arrivée. Donc t'étais le hipster des dinosaures avant... Le hipster post-moderne. Ouais, le post-moderne. Qui arrive après que le truc se soit passé avec son Starbucks. Exactement. Il y a quelque chose. Voilà, c'était exactement moi ça. Hein. J'étais en mode, quoi, mais pourquoi tout le monde est sur les dinosaures? C'est cool, d'accord. C'est le hipster React. C'est le révolutionnaire de la révolution. C'est ça. Manu, toi, les dinosaures, c'était ton king aussi. À 7 ans, oui, en CE1, j'en avais kiffé. Et puis j'ai eu aussi, en plus de ça, étant gamin, j'ai vu Fantasia. À une énième rediffusion au Cinoche, j'ai vu Fantasia. Et dans Fantasia, t'as un grand segment, c'est sur le sacre du printemps, je crois, avec vraiment, puis là, on démarre aux origines de la Terre, et t'as toute une séquence sur les dinosaures. Sur les dinosaures, avec entre autres le stégosaure et le tyrannosaure, qui, à l'époque où Fantasia a été fait, était d'ailleurs quelque part un peu le summum de la connaissance et de la recréation de ce qu'était le dinosaure, quoi. Donc, ouais, moi j'avais déjà eu une période un peu avec ça, puis j'ai la moitié des dinosaures. T'avais le squelette du tyrannosaure T'avais le squelette du tyrannosaure dans tes étagères? Non, mais j'avais des photos de Fantasia, de la séquence avec les dinosaures. Ouais. J'ai un peu aussi envie de parler, juste nerder un petit moment sur la représentation des dinosaures justement, parce que, voilà, je sais pas s'il y a eu d'autres gens qui ont été déçus par Jurassic World et le fait, pas l'histoire, pas le film, on s'en fout, mais la représentation des dinosaures. Bon, si on l'évoque tout à l'heure, je reviendrai dessus, mais c'est hyper intéressant la représentation des dinosaures et pourquoi les gens parce que en fait, il y a forcément en histoire une influence des codes sociaux, etc., sur ce qu'on pense être l'histoire aussi. Et du coup, tout ce qui est tyrannosaure debout avec la queue qui traîne par terre et tout ça, évidemment plus on avance dans les découvertes sur les bestiaux et qu'on découvre qu'en fait c'était plutôt des gros poulets, en fait a priori le tyrannosaure se tenait plutôt comme un gros poulet, c'est-à-dire la queue en l'air.
Et cette représentation-là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'accepter, sachant que effectivement politiquement à travers l'histoire, le coup du tyrannosaure, du T-Rex qui est un peu plus humain et en fait, enfin entre guillemets humain, et une représentation de puissance en fait, ça a été utilisé politiquement. Il y avait des gouvernements plutôt plus ou moins fascistes en fait qui adhéraient en fait à cette représentation du dinosaure, du tyrannosaure plus précisément, le roi des dinosaures. Non mais c'est hyper intéressant. Enfin, tu me regardes un peu genre. Non mais je découvre. Non c'est hyper intéressant et t'as même toute une branche effectivement de paléontologie où ils pétaient les os en fait des dinosaures pour les réassembler. C'est un peu comme le coup des casques vikings avec les cornes qui sont en fait une fallacie. Enfin, qui sont complètement faux, parce que c'est juste que les cornes ont fusionné au casque, il y avait des casques sans cornes. Mais du coup, c'est ça, il y a des espèces de recréations a posteriori, et parfois avec une vraie volonté politique derrière, de remodeler le passé à une image qui ressemble un peu plus à un agenda politique moderne, contemporain. Autant je connaissais l'anecdote des casques à cornes, autant pas celle-là. Ouais, non, il y a des... Si, vraiment, c'est toujours un des... Ce qui est bien aussi avec Jurassic Park, entre autres de tout ce qu'on va dire après, c'est que c'est un exemple concret de la rencontre entre nos mythologies personnelles, puisque vraiment Jurassic Park, ça, c'est une mythologie pour énormément d'entre nous. Il y a eu tout un champ de croyances qui s'est développé autour des dinosaures, qui a été d'un coup largement diffusé avec les connaissances qui étaient à l'époque, même avec des choses dans le film qui sont complètement inventées. Sur les dinosaures, la vision basée sur le mouvement, ça c'est quelque chose que Spielberg a rajouté spécialement parce que c'est des traits cinématographiques, justement juste à l'image d'un point de vue strictement audiovisuel, ça claque, tu dis il y a une espèce d'immense menace devant toi, tu ne bouges pas, et en plus ça parle à l'enfant intérieur qui se dit si je bouge pas, voilà, si je me cache, il me voit pas, etc. C'est vrai. Ah ouais, non, j'y avais jamais pensé. Ça marche, ça et ça Jurassic Park en fait du coup étant devenu une mythologie, a donné une certaine image des dinosaures, et effectivement, dès lors qu'on touche aux croyances des gens d'une manière ou d'une autre, de plus ou moins fortement, et c'est une des choses que fait la science, c'est titiller les croyances, et ben du coup, on a des réactions plus ou moins viscérales, et parfois c'est, comme tu disais, c'est fait de manière complètement volontaire, parfois, voilà, de refaire l'histoire. Ça c'est très intéressant du coup. Je me servirais de ça. Non mais support pédagogique sans déconner, le coup des plumes par exemple, ça a été très mal accepté parce que les plumes c'est féminin, c'est les oiseaux, c'est mignon, c'est Disney en fait. Et du coup, il y a eu des vives réactions aux dinosaures à plumes, genre non c'est des lézards, enfin vraiment des trucs violents. Maintenant on arrive un peu plus à les accepter parce qu'on se rend compte que les poules sont des animaux absolument terrifiants, mais c'est vrai. mais du coup oui, c'est un vrai truc. Il y a une poule aux États-Unis, près du Nebraska, qui apparemment est hypnotisante et fait super peur parce qu'elle a un caractère de merde. Mais c'est pas dans un roman de fantasy, genre La Roue du Temps, je sais non, c'est dans Good Kind. Oui, Good Kind, le poulet diabolique. C'est ça, un poulet maléfique. Démoniaque possédé. Bref. Mais c'est sourcé. Sartman, toi, les dinos, c'était ton king ou... Bah, c'était surtout après, moi j'étais dans cette mode, je suis tombé dans cette mode qui du coup découlait du film avant. Pas vraiment. Bon, je crois qu'il y avait peut-être Denver, le dernier dinosaure, et encore quoi. C'est vrai. Très sourcé Denver aussi. Et non, c'est vraiment après que on était équipé de ouf. Quoi. Tu vas garder le micro du coup parce que là on a commencé à détailler notre première impression quand on a découvert le film. Toi, donc t'avais 11 ans, c'est ça ? Tout à fait. Est-ce que tu t'es rendu compte que t'avais déjà, même si tu commençais ta carrière de cinéphile, présentons-le comme ça, est-ce que tu te rendais compte que qu'il y avait un avant et un après ? Est-ce que tu te rendais compte que tu avais affaire à un objet filmique qui allait changer les choses ? Oui, mais inconsciemment, c'est-à-dire que j'ai tout de suite trouvé ce film dingue. J'ai tout de suite, donc un an après, parce qu'il fallait attendre un an, je me suis procuré cette VHS que après j'ai regardé en boucle. Et maintenant, beaucoup plus tard, j'ai intellectualisé genre pourquoi c'est si génial ce film, et plein de théories. Et j'ai notamment pour préparer ce podcast. Jurassic Park, c'est génial. Exactement, mais on va le faire évidemment. Et pour préparer là le podcast qu'on fait maintenant, là, ce matin, j'ai regardé la bande-annonce de l'époque. Je sais pas si vous l'avez en tête. Non, je l'ai pas regardé, non. Parce que j'ai regardé le DVD dimanche dernier. Ouais. Et à la fin, je fais est-ce que je passe 5 minutes à regarder les bandes annonces et tout, puis bon, j'avais autre chose à faire, donc j'ai laissé tomber, mais j'ai failli le faire, oui. Alors moi, j'ai trouvé un truc génial avec sa bande annonce, c'est que on ne voit pas les dinosaures dans la bande annonce. À aucun moment. C'est pour ça que je disais Jurassic Park. En fait, les stars, c'est pas les dinosaures, c'est les fougères qui bougent. Hein. C'est une bonne représentation du film. J'ai habitude de dire, à chaque fois que je parle de mise en scène, je parle de Jurassic Park et je dis, mais Jurassic Park, les enfants, c'est 80% de fougères qui bougent. Jurassic Park, c'est 80% de suggestions. Et de réaction des comédiens en fait, parce qu'on voit tous les plans
notamment. T'as les... celui de la première découverte la des première dinosaures par découverte, l'équipe, oui. notamment. Et c'est génial. On te prépare le truc. Et on t'enlève le contre-champ, quoi. Dans la bande-annonce, elle est hallucinante, cette bande-annonce. Et tout est comme ça. Tu passes, elle dure presque 3 minutes. T'as 3 minutes de visages décomposés de gens qu'est-ce que c'est. Et donc c'est complètement l'équivalent YouTube Kids React to mais oui, c'est Dinosaur. c'est complètement méta comme bande-annonce, c'est de se dire vous allez être comme ça, vous allez être comme ces gens devant ce film. Enfin, j'ai trouvé en fait ça a prédaté du coup les comment ça s'appelle Paranormal Activity aussi. Oui, c'est ça, les bandes de Paranormal les... Activity pour en fait ils ont pas montré les shots du film. Il y a la campagne virale effectivement sur internet en mode je crois que c'est vrai et tout machin avec des images tirées du film. Et t'avais en bande-annonce sale, en teaser, t'avais les réactions du public. Ça vient de là, en fait. Qui a fait beaucoup pour le marketing du film. Mais c'est ça, c'est de vendre un truc en disant vous allez pas voir un film, vous allez voir une expérience, en fait. C'est ça qui est cool. Et ce qui fait que du coup, voilà, le pouvoir est encore plus, le choc est encore plus fort, quoi, quand tu les découvres vraiment ces dinosaures. Quand le plan où Sam Neill et Laura Dern descendent de la Jeep, t'es comme un dingue, t'as la musique de John Williams dans les oreilles, et donc ça décuple. C'est ce que je me suis dit ce matin en me disant. En plus, je déteste les bandes annonces qu'on a à notre époque. Ça, c'est mon passage vieux con. Je regarde plus les bandes annonces depuis plusieurs années. Et je me suis dit, à l'époque, elles servaient encore quelque chose, ces bandes annonces, qu'elles vendaient un truc, mais elles te vendaient pas tout le film. Elles te vendaient un projet, un procédé. Quelque chose, justement, à l'époque, c'était pas les marketeurs qui faisaient les bandes annonces, c'était pas les productions aujourd'hui, elles sous-traitent en partie peut-être, ouais. Mais ça montre que Spielberg, il était tellement en avance déjà à cette époque-là. C'est surpuissant. Ouais, toute cette mécanique. Et voilà. Et le fait de tous les money shots du film, on les a jamais vus, quoi. Il faut payer ton ticket pour les voir. Faut le mériter. Exactement. Asina, toi, ta réaction face à l'objet filmique, tu te rendais compte de l'immensité de la chose? Quand j'avais 9 déjà, ans, tu l'as vu en VHS, donc je l'ai vu en VHS, donc non, j'ai pas. La première fois que j'ai vu, effectivement, c'était en VHS. Et autant j'ai adoré le film et je l'ai revu encore et encore et encore et encore. Mais autant à 10 ans, dans 9-10 ans, effectivement, je me disais pas que j'avais vu quelque chose qui avait profondément changé ma vie, quoi. Pas encore, mais c'est en le revoyant. L'une des premières fois que je l'ai revu en tant qu'adulte, c'était quand on a étudié plusieurs passages à la fac. Et en fait, j'ai fait par 8 en cinéma, pour être précis. Et je préparais en master réalisation, mais bon. Et en fait, en termes de mise en scène, on préparer un BEP dinosaure. Je vais être Raptor plus tard. Je l'aurais fait. Hein. Ouais, je pense très clairement. On me dit tu vas être un Tyrannosaurus Rex dans ta vie. Je fais oui, d'accord. Je signe tout de suite. Mais non, en le revoyant adulte et en étudiant un peu la mise en scène, ça, je me rends compte que il y a vraiment Spielberg est un génie. Spielberg est un génie. Il s'est fait de l'extraordinaire travail. Tout est extrêmement bien pensé. Et l'avant-après, en fait, je l'ai réalisé qu'en étant adulte. C'est pas en étant enfant, quand spectateur cible, que j'ai pris ma grande scène. Non, non, il y a vraiment eu un avant et un après Jurassic Park sur la manière de faire les choses. D'un point de vue numérique, effectivement, comment la transition des effets spéciaux, comme on sait qu'ils ont mis des mois et des mois pour réussir à faire les diplodocus, comment ils ont réussi quand même à mettre des animatronics, comment ils ont réussi à faire un film ultra tendu en montrant quand même majoritairement que des fougères, tout à fait, parce que c'était comme pour Les Dents de la Mer, c'était super risqué de montrer le monstre. Il suffit que ce soit un peu ridicule et pop qui perd le spectateur. Et du coup, Alien, enfin voilà. Exactement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit il y a quand même des leçons de mise en scène, une manière de faire le cinéma qui, d'un coup, n'ont plus jamais été les mêmes à partir de Jurassic Park. Manu. Oui, là, comme j'ai dit, moi j'ai eu effectivement la sensation un peu déjà à l'époque. Parce que toi, t'étais plus âgé. Donc j'avais 16 ans, donc je voyais c'est ça, le début de la fin de la preuve par l'image, quoi. Ça, et l'année suivante, il y a eu une deuxième couche pour ce truc-là. Pour moi, ça a été Forrest Gump. Parce que tu as eu Jurassic Park, donc on te crée des créatures qui n'existent plus depuis des dizaines de millions d'années. Et dans Forrest Gump, tu as les séquences où Forrest est intégré dans des vraies images d'archives. Et là, tu vois, d'un côté, on te crée des choses que tu n'as jamais vues. Et de l'autre côté, on te reprend du matos que tout le monde connaît et on te le modifie. Et après ces deux films-là, c'est foutu. Enfin, tu sais d'une part qu'on pourra tout faire au cinéma. Et c'est-à-dire que justement, moi à l'époque, c'est à l'époque aussi où je lisais Fondation. Et tu vois, c'était le genre de choses, enfin tu vois, du space opéra, il y avait Star Wars, mais de monter d'un cran là-dessus, ça semblait pas possible. Et après, avec l'arrivée du numérique, tu dis finalement, on peut tout faire, il n'y a plus aucune limite.
Je rajouterais aussi Terminator 2 qui sort 1 ou 2 ans avant, Jurassic Park. Et enfin, moi aussi, ces films-là sont très charnières, comme tu dis, on commence changement à sentir que quelque part la frontière de la réalité visuelle, l'outil numérique des effets spéciaux change tout. Et c'est un moment charnière, en tout cas. Pour moi, en fait, Jurassic Park, donc évidemment, je disais, il y avait quand même une fascination immédiate à la séance, après la séance, j'ai été genre violemment glaireuse dessus, ça m'est un peu passé après, mais c'était quand même un film où je remarquais qu'à chaque fois qu'il passait, j'en attrapais un bout à la télé, j'étais obligée d'aller jusqu'au bout. Mais c'était magique, hein. Il y a très peu de films qui me font ça. Quand je commence Jurassic Park, je le finis. C'est tellement bien rythmé, c'est tellement bien pensé, effectivement, c'est effectivement un chef-d'œuvre. Faut aussi dire, je pense que les effets spéciaux jusqu'à maintenant, je trouve qu'ils tiennent hyper bien. Enfin, particulièrement pour le T-Rex. Faut savoir aussi que, enfin, ça c'est les petites légendes que j'ai adorées en fait sur le making of du film. Que il y avait de la pluie qui s'était infiltrée. Je sais pas si vous connaissez cette anecdote. Ah oui. La pluie qui s'était infiltrée parce qu'il y a une partie en fait du T-Rex. Le T-Rex sur la scène avec les voitures, c'est un animatronique, un truc qui fait 7 tonnes. La plupart du temps, la plupart des moments où on voit des dinosaures, c'est des robots. Hein. En fait, les dinosaures numériques faits par ordinateur sont très 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 peu. C'est seulement quand on les voit en mouvement, en entier et en mouvement que c'est déjà c'est l'ordinateur. L'utilisation du numérique qui est hyper intelligente. En plus, donc il y avait de la pluie qui s'était infiltrée dans le truc en animatronique, et du coup le dinosaure bougeait en fait. Enfin, le T-Rex avait des mouvements ou machin, et apparemment l'équipe du film avait les chocottes en fait. Alors ça va sauter le robot. Mais même les marionnettistes et tout ça, alors qu'ils savaient pertinemment, ils étaient les premiers à devoir savoir en fait que la bestiole était fausse, mais ils avaient littéralement les chocottes qu'elle avait pris vie en fait. Tellement il y avait ce côté réaliste en fait qui était assez violent. Mais oui, tu vois des trucs comme Narnia, t'as des moteurs pour animer poil par poil, des machins. Tu vois des trucs comme Narnia, ça a vachement plus vieilli que Jurassic Park, qui est 20 ans plus vieux, tu vois, enfin à peu près. Mais ouais, donc d'un point de vue effets spéciaux, ça tient hyper bien, mais encore une fois, parce que t'as le génie de Spielberg derrière qui est un maître de la mise en scène qui arrive à faire chez les gens dans leur froc avec un verre d'eau. La scène du verre d'eau, elle est quand même, c'est quand même ultra iconique et c'est du génie. Et t'as aussi en fait quelqu'un qui m'avait fait remarquer les vélociraptors, ils sont annoncés par la parole. On ne les voit pas en fait. C'est le fameux discours effectivement de Sam Neill qui explique comment le vélociraptor, etc. Et là, on a déjà la peur des raptors installée, alors qu'on ne les a même pas vus. Mais encore une fois, c'est... Et qu'ils n'existent pas à ce moment-là. Non, qu'ils n'existent pas, oui. Mais, oui, en tout cas, le personnage ne sait pas qu'ils existent. Il y a d'autres rappels qui sont faits aussi. Le côté, ils apprennent en se lançant sur les comment les enclos électriques. Mais c'est ça, ils arrivent par touche en fait. Il y a d'abord le discours. T'as la scène d'ouverture déjà avant. Oui, c'est vrai qu'il y a la scène d'ouverture, on ne voit pas forcément tout le monde en même temps. Pardon. On sait pas que c'est les raptors effectivement. Tu le sais pas, mais après tu déduis que c'était le raptor. T'as déjà installé un truc qui fait peur. Ensuite, on te donne un nom avec le raptor, effectivement. Mais ça, c'est des techniques de tragédie grecque. C'est ça, des couches, et tu l'as toujours pas vu. On te dit que c'est intelligent. On te dit que ça vise les points faibles de la clôture. On sait que ça chasse à plusieurs. Et ça ne se repose pas sur le mouvement. Mais c'est vrai que c'est pas étonnant. Ils ouvrent la porte, là, c'est la merde. C'est pas étonnant que c'est un film qui plaise aux gens qui aiment bien écrire parce que c'est parfaitement écrit. Tout est joué sur la redondance. T'as des plans quand tu vas voir plusieurs fois de suite au début et à la fin, mais le sens va changer. Comme vous dites, il passe son temps à nous expliquer des choses qui vont s'expliquer après pendant tout le reste du film. Et effectivement, tout ce qui est sur le T-Rex, à combien il court par exemple. On nous balance ça au boom dans une réplique. km/h. Ah ouais, on a chronométré le T-Rex à telle vitesse. Bon, c'est une info comme ça, mais c'est une info qu'on a encore en tête. Devant ton micro. Quand les mecs sont dans la Jeep et se font courser par le ah ouais, il a dit combien déjà, 80, 90. Et c'est voilà, tous ces petits détails d'écriture sont. Mais vous avez commencé à évoquer le génie de Spielberg, justement. Est-ce que c'est pas avec ce film, du moins de notre génération, qu'on a appris qui c'était Spielberg? Parce que moi, je me souviens que c'était un nom qui était collé à E.T. avec Indiana Jones, tu vois. Ça s'arrêtait là. Et pour moi, c'était le mec qui tenait la caméra. Ça allait pas plus loin. Après, juste citer quand même, parce qu'on a parlé d'effets spéciaux, citer les artisans qui ont fait ces effets spéciaux. Je savais qu'on pouvait compter sur toi pour ça. Denis Muren, donc, qui s'occupait des dinosaures numériques. Et Stan Winston, qui est très connu aussi, qui lui s'occupait des machines. Et c'est ça aussi, c'est
un croisement de deux générations, de deux techniques formidables. J'allais dire, moi, ce je film rajoute de légende, un troisième ouais. nom. Il y a Phil Tippett. Phil Tippett, voilà. Qui chapeautait le Lui, en ouais. plus, ce type, il voyait son métier mourir parce que c'était un pro de l'animation image par image. Et Mm. les gars chez ILM, ils lui montrent, ça y est, on a fait des trucs, on leur dit machin, il voit le truc, il fait, c'est bon, j'ai plus de boulot. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit une maquette de dinosaures bourrée de capteurs. Et Tippett, au lieu d'animer un bout de pâte à modeler ou machin image par image, il a utilisé cette maquette pour animer les dinosaures. Donc l'animation, et parce que c'est un des trucs qui aujourd'hui, moi je trouve, il y a deux choses qui dans les effets numériques font foirer un effet numérique. Pour moi, c'est la photographie de l'image, parce qu'on voit que le truc n'a pas la même lumière que le reste, donc on voit que le truc est incrusté, et le mouvement, parce que son mouvement n'est pas naturel. Et là justement, le type qui a bossé sur l'animation des dinosaures numériques, c'était un très grand nom de l'animation image par image, donc il savait parfaitement animer un truc, et ça se voit, ça se sent, on y croit. Mais j'ai l'impression aussi justement qu'avec les progrès numériques, on perd des metteurs en scène en fait, parce que justement, C'est prouvé, hein. Il y a des savoirs qui sont perdus non, mais, en l'espace de quelques années. Je hein. veux dire vraiment des metteurs en scène, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être limité dans le numérique, parce qu'effectivement ça coûtait hyper cher leur truc par ordinateur, les animatroniques coûtaient hyper cher, donc effectivement on se retrouve avec 80% de fougères qui bougent et on va annoncer les raptors par la parole et tout ça. Mais le fait est que effectivement c'est genre il faudrait que ça se mérite. Le problème c'est que c'est devenu tellement facile en fait. Comme je disais, il y a des moteurs qui animent poil par poil le lion de Narnia. Le problème c'est qu'on nous montre des trucs et on les plante là, c'est genre voilà, tiens, prends. Et ça n'a aucun effet, il y a pas de verre d'eau qui l'annonce. Enfin, et c'est du coup c'est ça, c'est les choses, je trouve qu'on perd des metteurs en scène, des grands metteurs en scène comme ça, parce que justement on est vachement moins limité. Et pour moi la limitation c'est ce qui fait le grand metteur en scène, c'est le mec qui va dire ok, j'ai 3 ficelles, 2 bâtons, maintenant on va faire peur aux gens. Carpenter. Je vais commencer à vous parler de Spielberg. Est-ce que du coup c'était le film avec lequel vous l'avez rencontré, que vous avez fait connaissance avec lui ou Moi en tant que vieux entre guillemets non, parce que j'avais déjà vu certains de ses films à la télé, notamment E.T., le premier Indiana Jones, et je pense que le premier Spielberg que j'ai vu au cinéma c'était le troisième Indiana Jones. Et après j'ai vu Hook, et ensuite j'ai vu Jurassic Park. Donc je connaissais déjà le bonhomme, il m'avait déjà quand même marqué aussi, hein. en tant que spectateur. Mais ça faisait juste monter encore un peu plus haut qu'il l'était déjà pour moi. Oui, pareil, je connaissais déjà E.T., j'étais aussi obsédé par E.T. en fait, que j'ai maté et rematé en VHS 10 000 fois. Mais en termes d'échelle, c'est le Jurassic Park des années 80. C'est ça, mais moi voilà, effectivement, j'avais pas le nom Spielberg accroché à ça, c'était juste E.T. point, tu vois, j'étais trop petite. Sartman ? Oui, tout à fait. Je connaissais très très bien Steven Spielberg. Non, en vrai, à 11 ans, donc je rappelle, j'avais 11 ans, je crois que j'avais vu aucun de ses films, mais c'était un nom qu'on connaissait. Justement, c'était aussi un gage de qualité. On va voir un Spielberg. Bon, c'est censé être bien. Si, j'avais dû voir les Indiana Jones, je pense. Et si, il avait la réputation d'être un monsieur qui faisait des films, des gros blockbusters avec des grands effets spéciaux où on s'éclate, où on s'amuse. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Donc, Jurassic Park n'a fait que confirmer cette image que j'avais. Yacina, toi qui l'as vu en VHS, est-ce que c'était un mot important, Spielberg ? À ce moment-là dans ma vie, non. À ce moment-là dans ma vie, le nom Spielberg ne signifiait pas grand-chose pour moi. La notion d'auteur, de toute façon, étant pas très 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 bien installée non plus à cet âge-là, hein, je vais pas... Ouais, n'importe quel âge, tu sais. Pour le gouvernement en place non plus. Mais de lui, j'avais juste vu les Indiana Jones en fait. Parce que E.T., je ne l'ai vu que dans mon adolescence. Je l'ai pas vu dans l'enfance. Je suis un de ces rares cas. Vers la fin de l'adolescence en fait. J'ai pas vu E.T. avant que j'ai 16 ans. D'accord. Et on a cité déjà plein de trucs qui nous a enthousiasmé dès le premier visionnage. Qu'est-ce qui la claque du film pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est les animatroniques, c'est les CGI? Je veux absolument parler. C'est la musique. C'est la musique. La musique, c'est le truc pareil. Si on cherche nos souvenirs d'enfance, c'est le truc qu'on se chantait dans les cours de la récréation. Enfin, la musique est restée, mais elle restera toute la vie. Je suis sûr, je regarde plus le film pendant des années, cette musique va me marquer à vie, quoi. C'est donc John Williams qui a composé la musique, on n'a pas trop besoin de le présenter. Et non, musique extraordinaire qui pareil chez Spielberg, on peut trouver que c'est parfois un peu feignant parce que la musique ne fait que souligner la mise en scène.
ou même parfois c'est la musique qui raconte les émotions quand Spielberg fait juste des plans fixes. On peut trouver ça parfois un peu feignant, mais elle est tellement dingue cette musique. Non, c'est Je phénoménal. crois que de la carrière de Williams, c'est dans le trio de tête des thèmes qu'il a composés, enfin des bandes son qu'il a composées, quoi. Tu vois. Ouais, je mettrais ça ex aequo et je sais pas dans quel ordre avec Superman et Star Wars, tu vois, mais pour la claque que ça représente. Les autres, quelque chose qui vous a mis une baffe? C'est une bonne question. Outre la musique, moi en plus c'était l'époque où je commençais un petit peu à m'intéresser à la musique de film, donc effectivement à l'époque je me suis acheté le CD que j'ai toujours, tu vois, donc et donc j'ai écouté en boucle, en veux-tu, parce qu'il faudrait qu'à l'époque tu te la rejouais dans la cour de récré ou tu l'avais vu au cinéma, puis après c'était fini. Il y avait quoi. pas internet. Et par contre, quand t'as récupéré le CD après, c'est parti pendant un an, tu te mets en boucle et t'as plus que ça en tête. Qu'est-ce que seraient les premières saisons de Top Chef sans la musique de Jurassic Park? Je vous le demande. Ça et Pirates des Caraïbes. Non mais ouais, mais c'est vrai que en plus encore une fois, revenons à 8-9 ans, moi dans une salle noire de cinéma face à Jurassic Park en train de hurler entre les fauteuils. Tu fais dos à Jurassic Park parce que t'as le visage entre deux sièges. Non mais justement cette scène à la fin quand ils sont dans les hélicoptères, que t'as la musique qui prend, qui voit le vol des ptérodactyles, le soulagement que tu reçois, je pense que c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Je peux pas dire, je sais pas. Enfin pour l'enfant que j'étais à l'époque, en tout cas, si j'avais connu la Première Guerre mondiale, j'en sais rien. Mais c'est vraiment ça, c'est ce côté, c'est la beauté de la scène te prend vraiment au trip parce que t'as vécu tellement d'horreur avant. Enfin moi en tant qu'enfant sensible juste avant. Et c'est vrai que oui, ça c'est une musique qui marque. Je pense aussi, mais après bon c'est peut-être un peu cliché, mais il y a aussi le money shot absolu de la T-Rex, parce que n'oublions pas, le Jurassic Park est un film féministe. Les dinosaures ne sont que des femelles. C'est pas, apparemment ils ont réussi à faire des bébés ensemble, donc on sait pas si c'était la PMA avant l'heure. On sait pas, il y a un doute là-dessus. Dinosaures lesbiennes for the win. Là encore, Spielberg avait 20 ans d'avance. Mais oui, donc le money shot absolu du T-Rex avec la banderole qui tombe et le cri final, c'est quand même la méga classe. Tu vois cette scène, t'es genre ouais. Enfin, surtout maintenant. À l'époque, ça faisait pas. maintenant, c'est un des moments les plus badass de l'histoire du cinéma. Et ben, pour ma part, ce sera un autre moment avec la T-Rex. C'est tout simplement quand elle arrive, défonce l'enclos et que les enfants avec le verre d'eau, avec les voitures qui sont coincées, avec la pluie qui est là. L'œil à travers la vitre. L'œil à travers la vitre. Et qui se rétracte. C'est extraordinaire. Les enfants qui sont là, ils ne bougez pas, ne bougez pas. Et Malcolm, putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Exactement. C'est cette séquence entière, elle est tellement riche, et malgré l'énorme fort accord qu'il y a, enfin, il y a 3 plateaux différents. Et le fait qu'après il y a une chute je spoil comme un porc ceux qui l'auront pas vu. Hein, non mais il y a 25 ans il y a prescription là, je pense. Voilà, c'est ça. Le moment où la Jeep donc passe à travers l'enclos et qu'après il y a une grosse fosse. Ouais, c'est un alors qu'avant énorme fort accord par rapport à tout ce qui nous a été montré jusque là. Mais ça marche, ça marche. Vraiment, j'étais tellement pris par cette scène et encore maintenant quand je la revois, je ressens cette émotion. Je ressens le côté oh là, je suis trop avec. J'ai oublié le nom en français. Tim, c'est ça. Tim, c'est ça et puis c'est Sam derrière qui vient pour essayer de le récupérer, mais c'est trop mignon comme truc en plus. Vu que t'as commencé la valse des scènes favorites, on enchaîne avec quoi? Faut en tu dois en choisir qu'une parce que les idées, ça serait la découverte des dinosaures, la première quand ils sont au bord du lac là, que le professeur Grant et Settler découvrent que leur passion qui se déplace en troupeau, voilà, qu'ils n'ont plus de métier, je sais pas ce qu'ils découvrent, mais enfin ce qu'ils découvrent est fou. Voilà, ça en termes d'émotion c'est fou parce que tu vois que le mec il passe par toutes les étapes du deuil. Non mais de la compréhension que c'est vrai en fait, tu vois, et tu le vois pas bien, il met la tête entre les jambes, il fait non mais c'est pas possible, il refuse de concevoir que c'est possible alors que c'est toute sa vie les dinos, tu vois, c'est fort. Moi je citerais la scène justement de l'ouverture de porte de la cuisine. Ah oui, quand t'as eu peur plusieurs fois dans le film. Avec la gelée. Ouais. Génial aussi, juste avant. Ouais. Non, mais plus que ça, parce que oui, t'as ça juste avant, mais tu sais, ok, elles sont intelligentes à ce point-là. Et à ce moment-là, tu sais que, putain, non, en fait, j'avais peur tout le long du film, mais là, non, je fais dans mon froc, parce qu'en fait, les gamins vont mourir, c'est pas possible autrement. Et puis, elles peuvent venir dans ma maison, ouvrir la porte de ma chambre. D'où le fait de rabattre la couverture par-dessus sa tête, comme ça, ils vont pas te choper.
Quand tu dors. Manu, ta scène préférée? Ah bah j'aurais dit d'une part d'un côté le tyrannosaure quand il arrive avec les verres d'eau jusqu'à les capes qui volent, la bagnole qui vole. Et enfin en plus c'est vraiment le moment où jusqu'avant t'es dans la préparation, dans la construction du truc, on prépare au truc, ça va merder un moment. Enfin, tu sais que ça va merder, t'es venu au cinéma pour voir ça quoi. Et là c'est le moment où ça y est, on va dévaler la pente. À partir de ce moment-là c'est fini quoi. La pire réplique du monde, où est la chèvre? Ça, horrible. Et qui est mise en scène formidable. Et la réponse, c'est le plan. Voilà. Ouais. Non. Et l'autre, bah, c'est justement les raptors dans la cuisine parce que tu flippes. Effectivement, enfin, tu dis les gosses, on va pas les tuer quoi. Et pourtant, là, tu dis comment ils vont s'en sortir les pauvres gamins quoi. Et je la trouve en plus, pour l'avoir revue et re-revue, techniquement, elle est magnifique quoi. Enfin, c'est pareil, il doit y avoir du mélange. Enfin, je me demande, genre, je sais pas si dans cette scène-là précisément, mais je sais qu'il y a apparemment aussi un moment où t'as même carrément des gars en costume. Il y a des mecs, des mecs en basket, ouais. Enfin, c'est vrai de vrai. Mais, enfin, ouais, c'est magnifique. C'est la magie du cinéma et un peu la magie Amblin parce que tu vois, moi c'est qu'après évidemment je me suis rendu compte, oui c'est le mec de E.T. C'est le mec de Indiana Jones. Ok, non, mais en fait, ce mec. C'est là que non, mais je crois que ça a grandement contribué à faire comprendre ce que c'était que le boulot de réalisateur. En fait, tu vois, c'est quelque part un magicien. Tu vois, il est pas tout seul, il a toute une équipe, mais c'est un penseur. Et je crois que ça. Oui, si c'est le même mec derrière tous ces trucs, c'est qu'il y a sa patte. À un moment donné, c'est lui qui fait le job et c'est pas. C'est à lui que j'ai envie de faire des câlins, en fait. Non, mais en plus. Et après, tu vois la liste de Schindler, je fais. Qu'il a fait juste après, je crois. Juste après. Le fou. Moi j'adore la Lise de Schindler. Hein, mais c'est vrai que Spielberg, sa mise en scène en plus c'est du velours, hein. C'est le petit Jésus en culotte de velours comme on dit, parce que enfin même ces projets, juste un petit aparté, mais même ces projets les plus mineurs du style attrape-moi si tu peux, il y a des plans, des trucs, ça se boit tout seul. En fait. C'est vraiment magnifique. Bon alors oui, c'est pour rajouter encore des choses qu'on sait déjà, mais sur le génie Spielberg. Quand tu parlais de la scène de la cuisine, Herbie, il y avait il y a une chose que j'ai envie de souligner, c'est l'extraordinaire travail de direction d'acteur aussi pour les enfants. Oui, parce que c'est extrêmement difficile de faire bien jouer des enfants. Et là, on revoit le film, on dit mais ça tient toujours la route, c'est extraordinaire. Les enfants, ça m'a frappé quand je l'ai revu dimanche. Hein. C'est que la gamine, enfin, elle morfle tout du long, la pauvre. Hein. Enfin, elle passe la moitié du film à crier, mais je veux dire, elle joue super bien. Enfin, j'y crois à mort. Tu la vois qu'elle elle est en état de choc après que le Gennaro, l'avocat, l'ait abandonné et tout. Enfin, tu la vois, elle a plus de souffle, elle est complètement perdue. Et là, je dis, ouais. Et de l'autre côté, je me dis aussi, putain, mais à sa place, genre rajouter le caca dans la culotte là où ça aurait été fait. Et puis tout est cohérent parce que pour elle, vegan, tout le monde c'est cool. La nature qui est forcément géniale. Là, elle comprend pas. La nature se retourne vers moi. La nature veut me bouffer. Ça n'a aucun sens. Et enfin. Tout le discours aussi, on n'aurait pas le temps. Là, il faudrait faire 3 heures, mais toute la science contre la nature, l'homme, la place de l'homme sur la terre, tout ça. Enfin, tout ce que véhicule, toutes les thématiques philosophiques que véhicule le film, c'est complètement fou. Est-ce que, là, je vais pas vous demander de trouver un exemple sur le moment en imaginant que vous avez encore entre 10 et 16 ans, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaît dans le film aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît pas bon? Linux. C'est le seul truc pourri, je crois, du film. Sincèrement, c'est le coup, on va ouvrir on va hacker l'ordinateur pour. C'est pas Linux, c'est Unix d'ailleurs. Hein. Ah putain. Linux n'existe tu peux pas tester avec lui. Je suis pas sûr que Linux existe et elle dit Unix. Hein, D'accord. Ouais, parce qu'elle a à la maison Unix justement, donc elle sait reconnaître. C'est quasiment le seul truc qui est un peu pourri, mais c'est pas très grave. Encore une fois, c'est un plot device, c'est un truc de réel, c'est pas très grave. Et c'est vrai que c'est le seul truc un peu naze. Il y a rien qui vous déplaît donc. Peut-être éventuellement le personnage du chasseur qui a l'air, qui a tout l'accoutrement, le ton d'un mec super incroyable, qui a tout fait, qui a tout vu et qui meurt en 3 secondes. Et c'est peut-être un peu, voilà, on aurait peut-être voulu en avoir un petit peu plus sur lui, mais voilà, c'est vraiment si je veux chercher la bête, quoi. La petite bête, ouais, ou la grosse en l'occurrence. Est-ce que vous avez lu les bouquins de Crichton ou pas? Oui. Toi, les deux. Les deux. Et avant, après? Après, j'ai lu après. Alors, je sais pas trop si j'ai lu si j'ai lu Jurassic Park entre Jurassic Park et Le Monde Perdu les films, mais je me souviens que j'ai lu les deux. Ouais. Et
Qu'est-ce que t'en dis par rapport au film Oh, c'est différent sur certains points, on retrouve des trucs, et bah, c'est évidemment beaucoup plus riche, parce que quand t'as un bouquin de 500 pages, un script d'un film de 2 heures, ça doit être 120 pages de script, un truc comme ça, je crois. Et donc t'as évidemment plus de trucs, t'as des différences, mais c'est... Bah, il te manque quelque chose quand même. T'as pas le visuel, t'as pas la musique, ça serait un film lambda, tu pourrais le placer un peu au même niveau, mais là t'as un film qui est magnifique de mise en scène, qui est avec des effets spéciaux qui déchirent, t'as une musique que quand tu l'as dans la tête, t'arrives plus à t'en débarrasser, enfin... Donc, mais alors ceci dit, j'ai gardé le premier bouquin quand j'ai fait du tri, mais j'ai viré le deuxième. J'ai fait, bon, à un moment, faut faire de la place. Quelqu'un d'autre l'a lu, non? Non. Ouais. J'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit justement qu'elle aimait bien parce qu'il y avait un côté un peu plus scientifico machin, développé. C'est pas Manana qui t'a raconté ça, non, des fois? Non. Ouais, parce qu'elle elle a relu les deux il y a pas très longtemps, elle les a trouvés très efficaces. Oui, non, c'est plus... Effectivement, techniquement, c'est un peu plus développé quand même. Parce que là, dans le film, sur la technique, on y va vite avec Monsieur ADN. Avec Monsieur ADN. Et justement, bah tiens, on parlait du monde perdu. Qu'est-ce que vous pensez des deux suites? Enfin, on parlera du présent dans un instant, mais des deux suites, Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Alors, sur Le Monde Perdu, que j'ai revu récemment, il y a de purs instants de mise en scène. Ouais. Il y a quand même de très bons trucs. Très très bons. Alors autant du point de vue du récit, quand la fille de Jeff Goldblum fait de la gymnastique rythmique, par exemple. Des barres asymétriques. Ouais. Merci. Par exemple, quand effectivement la scène de la vitre qui se fait en petit à petit. Ah oui, ça, mais les fougères. Ah mais ouais. au tout début, là c'est un plan qui paraît mine de rien vraiment. Je vais essayer de faire très vite dans la description. Au début, on est avec un couple de riches sur une plage et tout, et là il y a leur gamine qui commence à se faire bouffer par des tout petits dinosaures. Gros plan sur la mer en train de hurler. Transition immédiatement avec un Jeff Goldblum en train de bâiller devant une affiche paradisiaque. C'est tellement méta ça comme moment. Et qui, en fait, on le voit avancer dans le métro. Et alors la lumière devient beaucoup plus blafarde, beaucoup plus glauque. Et c'est une superbe image de juste le plan de Jeff Goldblum comme ça qui bâille devant un truc comme ça. On croit qu'il est sur une île paradisiaque l'espace d'un instant, puis ensuite on va dans le métro. C'est une superbe manifestation visuelle de la chute en fait. Puisque le mec, toute sa réputation, on l'apprend plus tard. On la prend littéralement dans la scène suivante, elle est par terre parce qu'il a osé parler des dinosaures et que du coup personne ne le prend au sérieux. Juste ce plan-là, ça fait partie des nombreux exemples de pourquoi Spielberg est extrêmement bon dans ce qu'il fait. En un plan, il te montre, ok, ce mec il était au top, c'était une star, et puis il a chu. Et le 3, attends, rapidement. Le 3, j'arrive pas du tout à adhérer au principe dès le départ de l'intrigue en fait. Le gamin qui réussit à se paumer sur l'île, les parents qui vont le chercher, qui font croire au mec que ouais en fait on veut juste survoler l'île parce qu'on est des riches excentriques. Bah non, dites-tu la vérité les gars, enfin j'en sais rien ou... T'as pas genre l'armée à la fin ou un truc comme ça? Ouais, c'est une daube. C'est vraiment une daube. Le 3 est à chier, ouais. Je crois que t'as un débarquement à la fin et machin, et ça c'est enfin en plus clairement payé par le ministère de la Défense américain. Enfin c'est toujours le côté genre, alors qu'effectivement t'as le premier où la nature est triomphante, t'as la T-Rex et là, enfin t'as un super message, c'est méga cool, c'est bien foutu et tout ça. À la fin c'est genre non mais vous inquiétez pas, l'armée américaine est là quoi, c'est super. Et du coup ton avis sur Le Monde Perdu, mais Othil? Je m'en fous. D'accord. Bah, moi, j'allais dire Le Monde Perdu, je crois que je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti au ciné. Genre, je revois très peu les films. Hein. Donc, mais le souvenir que j'en ai, oui, il y a quelques passages sympas, comme ça, la vitre qui se cassait, là, je flippais bien. C'est la scène du film. Les fougères. Mais, les fougères aussi. Mais c'est en dessous, c'est clairement en dessous du premier. Et le 3, je l'ai vu, et j'en ai pas grand souvenir. Si, la seule chose bien du 3 pour moi, c'est qu'il y a Sam Neill dedans. C'est ce qui me manquait dans le 2, parce que moi, j'ai toujours préféré Sam Neill à Jeff Goldblum. Voilà. Et donc j'étais content de le voir, mais ben, c'était à peu près tout ce qu'il y avait quoi. Non, bah ouais, je vais pas faire très original. Le 2, moi je le trouve honnête, je le regarde de temps en temps. J'aime beaucoup la fin est un petit, c'est pas du grand cinéma, mais c'est un petit kiff quoi, de voir les dinosaures dans la ville, tout ça, ça c'est un peu rigolo. Voilà, c'est Spielberg honnête, donc il y a quelques moments de cinoche, mais c'est pas un grand film. Et le 3 est à chier, je crois que j'ai vu qu'une seule fois et je veux plus jamais le revoir, plus jamais. Bah moi très rapidement, je n'aime pas du tout Le Monde Perdu, mais genre pas du tout. Et je vous avoue un truc, je l'ai vu qu'il y a 4-5 ans.
parce qu'il y avait la ressortie 3D du Jurassic Park et que ma nana avait pas vu le 2. Je fais bah écoute, moi non plus, je l'avais pas vu à l'époque parce que je suis le con, j'aime pas les suites parce que personne n'aime les suites et pas d'esprit critique surtout à cette époque-là. Et en fait, je l'ai vu beaucoup trop tard, je pense, pour l'apprécier. Et en fait, la manière de jouer de Goldblum, qui avait pas envie d'être là. Ils avaient essayé de faire comprendre que c'était son rôle qui était comme ça pour les raisons que tu as évoquées, Sina, mais je les trouvais pas impliqués pour un sou. En fait, il avait pas envie, quoi. Et du coup, moi, j'avais pas envie de regarder ça et c'était très douloureux. Et le 3, je l'avais vu par contre au ciné, embarqué par des potes. Assez rapidement oublié, même si c'était du spectacle. Et comme toi, j'étais content de voir Sam Neill parce que effectivement, j'étais plus proche de lui. Je me souviens que c'était intéressant de montrer le devenir de personnage et le devenir du type. Ah bah non, il n'a pas fini avec la blonde en fait. Ils ont divorcé. Enfin, oui, tu vois que et ça, alors ça, je veux dire. Ça, je pense que parce que c'est pas un film réalisé, mais c'est un film qui est produit par Spielberg. C'était Joe Johnson. Et Jair, c'est le petit. Ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être le gars de Jumanji. Le petit point où tu dis il y a quand même un vague petit aspect Spielberg, puisque Spielberg il a quand même une obsession sur la famille et sur les parents séparés. Il avait divorcé à ce moment-là, je crois. C'est ça, c'est genre t'as toujours un moment où t'as des grands réels. Les parents de Tim et Lex sont divorcés dans le film, sur Jurassic Park. Ouais. Et du coup, je l'ai évoqué un instant, la sortie 3D de 2013. Quelqu'un est allé voir comme ça? Pas du tout, non. Carrément. Vas-y. Oui, dès qu'il y a une occasion de voir ce film-là en salle, moi je saute dessus. Mais je crois qu'il y avait une rétrospective Spielberg à la Cinémathèque. J'étais allé voir. Oui, dès que je peux voir en salle. Mais la 3D n'apportait absolument rien. Non, mais ouais, je te l'accorde, ça apportait rien. Mais moi, j'étais content d'y aller pour emmener 2 de mes neveux. Qui avaient, je pense, 8 et 15. Enfin, je schématise, je sais plus quelle est la liaison. 8 et 15, un truc. Non, ils étaient plus jeunes. Plutôt 12 et 7, un truc du genre. Et en fait, ils avaient jamais vu. Alex. Et alors, j'ai passé mon temps à les regarder eux, tu vois, c'est des étapes de partage, de transmission à la jeune génération, et j'étais mais sûr content de voir qu'ils avaient surkiffé exactement au même moment que moi à l'époque, tu vois. Et donc ça, c'était un grand moment. C'est vrai que tu l'as dit, il sort régulièrement dès qu'il y a une occasion. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, il passait au Nuit au Max, un truc du genre là pour la soirée Spielberg. Il y a eu un ciné-concert aussi, 1 ou 2 ans, je crois. Au Rex, non? Ouais, j'ai entendu parler de ça, ça avait l'air d'être fou aussi. Vu la musique, oui, je veux bien le croire. Encore que l'acoustique du Rex. Mais bon, et du coup, l'actualité du moment, il y a déjà 2 ans, c'est Jurassic World. Alors, qui en parle en premier? Qui je passe mon tour, j'ai pas du tout aimé, je passe. Ça va être vite, je ne suis pas allé le voir. Ah, dis-nous. Ouais, pareil. Vraiment foncièrement, comme pour Lost World et machin, genre, je les ai vus un peu d'un œil les 2 autres. Et celui-là, c'est genre, non, je m'en fous très très profondément en fait. D'autant que, et là j'aimerais revenir sur le coup des scientifiques, il y avait pas énormément de réals à l'époque qui bossaient avec des équipes de scientifiques et à la pointe de la science. Il y avait Cameron parce que c'est un gros nerd, et donc Spielberg pour Jurassic Park. Effectivement, ils ont bossé avec la pointe de ce qu'ils savaient sur les dinosaures à l'époque. Donc la démarche était cool, et c'est ce qu'a fait aussi, encore une fois, on a débloqué des fonds pour la paléontologie. Tandis que là, leur base du nouveau film, c'était l'ancien. Et là, bah oui, c'est un pastiche de ce qui... Enfin, c'est encore une fois une exploitation de licence qui m'intéresse absolument pas, parce qu'il n'y a pas énormément de créativité derrière. Et effectivement, bah, tout le monde... Enfin, en tout cas, une partie des gros nerds que je connais, dont moi, on attendait des dinosaures à plumes. On n'a pas eu les dinosaures à plumes, c'est naze. Sincèrement, c'est nul. Asina. Je n'ai pas vu Jurassic World au cinéma, je l'ai vu, j'ai commencé à le voir dans l'avion, je me suis royalement fait chier tout de suite, du coup j'ai arrêté. On parlait à la direction d'acteurs, moi je crois à personne, je crois pas à Chris Pratt, je crois pas aux enfants. La meuf qui court en souliers à talons. Dakota truc plus, j'ai oublié son nom. Non, je l'aime beaucoup, Dakota. La fille de Ron Howard. Elle est très bien, tu vois, mais. Oui, après évidemment. Bryce Dallas Howard. Oui. Ah, Bryce Dallas Howard. Qui est dans Nosedive de Black Mirror. Une très bonne actrice, sincèrement. Mais... C'était le point Charlie Brooker de Rocky. Mais il y a aussi Vincent D'Onofrio, par exemple, dans Jurassic World. Qui fait Vincent D'Onofrio. Ouais, mais qui est retour en grâce suite à Daredevil, en fait, suite à la série Daredevil. Mais il est dans un rôle de... Il veut absolument persuader Chris Pratt d'entraîner des raptors pour l'armée et tout. Mais tout le monde est stupide dans ce film, donc j'arrive à m'attacher à personne. Ça fait penser aux Jaws. C'est pour ça que j'ai arrêté au bout de 20-25 minutes. Vraiment, je me dis, mais tout le monde est stupide. 3. Tout le monde mérite de mourir. Ils tous bouffés par des dinosaures. Allez. Tout le monde est teubé. C'est Jaws 3 ou Jaws 4 où, je sais pas si vous avez vu, c'est pareil, c'est un SeaWorld qui
film catastrophe et qui est complètement déréglé et les requins bouffent les touristes et enfin c'est complètement ça, tout le monde est stupide et ça n'a aucun intérêt, non. En plus, pareil, du point de vue de la réal, ça a été fait par un yes man absolu, enfin genre. Comment il s'appelle? C'est le mec qui s'est fait jarter du Star Wars 9 là. C'est pas Webb ou je sais pas quoi. Non, c'est pas Mark Webb, ça va revenir. C'est pas Trevor quelque chose? Colin Trevorrow. Ah qui, oui. qui du coup s'est fait sauter de Star Wars 9 et qui pouvait pas faire Jurassic World 2 qui va être par Juan Antonio Bayona, le mec qui a fait l'Orphelinat et quelques minutes avant minuit. Alors j'ai pas vu le deuxième, mais tout le monde disait beaucoup de bien, donc peut-être qu'on aura un réalisateur qui sera là. Et Mama aussi, non? C'est pas lui, Mama? Peut-être à la prod dans tout le genre, mais non, je crois pas. Non, c'est Mama, c'est la production, c'est Del Toro. Donc non, c'est pas lui, mais là, bon. Alors moi, Jurassic World, je m'étais endormi. mais pas alors, sans doute un peu à cause du film, mais pas que. J'étais vraiment crevé cette semaine-là et j'ai pas vu le tiers central du film. Du coup, j'ai une idée que très incomplète du film, si ce n'est que le gang de Raptors. Bon. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Chris Pratt. Mais bon, tu sais, à la toute fin, quand t'as la bagarre avec le tyrannosaure modifié, là, tu vois, c'est limite si j'ai pas l'impression qu'ils vont se faire un clin d'œil, tu vois, hey, check, tu vois. Mais bon, voilà, un peu déçu. Comme j'ai 3 scénaristes autour de la table, est-ce que j'imagine que c'est un bouquin qui vous a, enfin, j'imagine que c'est un film qui vous a pas mal influencé, qui a construit un petit peu votre cinéphilie et votre carrière. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un mélange de plein de choses. C'est souvent ça le secret en fait des bons films, c'est qu'il y a une structure de film catastrophe, très clairement, où on t'expose plein de choses. Pendant peut-être une demi-heure, il se passe absolument rien. Enfin, même si c'est des images grandioses, il y a pas de, tout va bien, tout va. Tu fais la visite. Exactement. Et puis après, du coup, tout va mal, de mal en pis, dès qu'il y a un élément déclencheur. Donc c'est clairement et puis on te présente les personnages qui sont après séparés, qui sont faits pour pas s'aimer, qui finalement vont s'aimer. Enfin, c'est complètement une mécanique de film catastrophe, mais avec t'as des scènes d'aventure, des scènes d'action, beaucoup d'humour, comme souvent dans les films de Spielberg. Enfin, c'est un mélange, j'ai l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui est pas si évident que ça à faire et qui, là, fonctionne comme par magie. Tout fonctionne très bien, tout s'emboîte très bien. Et une fois de plus, tout est cohérent. C'est très important. Moi, j'ai l'impression, quand on écrit quelque chose, quand on filme quelque chose, que tout soit cohérent, même si le spectateur va pas se rendre compte au premier visionnage de ah ouais, le plan du début du film, il veut dire la même chose que le plan à la fin du film. Ah ouais, mais c'est quelque chose qui va transpirer du film et qui va forcément impacter l'inconscient du téléspectateur. Donc c'est aussi, moi je pense, au-delà de l'enchaînement de scènes dingues, d'action, de suspense, qui fait partie de la mécanique du film catastrophe, il y a toute cette cohérence thématique qui fait que pour moi le film se tient et c'était un chef-d'œuvre. C'est aussi ça qui est important, je trouve, pour moi. C'est bien. Pour ne pas être redondant, parce que tout ce qu'il vient de dire est vrai, une des choses qui continue de m'influencer à l'heure actuelle en termes d'écriture, c'est Spielberg est un extraordinaire conteur, au sens où vraiment, je parlais d'enfants intérieurs tout à l'heure. Les enfants, enfin la place de l'enfance, de l'absence du père, de la famille, tout, c'est des choses qui parlent beaucoup aux enfants, qui continuent de parler à tout un tas d'adultes, et il réussit à traiter ça dans une bonne partie de sa filmographie avec quand même énormément de sensibilité, énormément de talent. Il décrit super bien tous ses personnages. C'est quand même, en tout cas, pas forcément dans tous les films, dans tous ses films, mais là tous les personnages sont très très bien écrits, avec leurs failles et leur marge d'épanouissement, d'agrandissement. Et dans ce film, dans Jurassic Park, il arrive à faire en sorte que n'importe quel adulte se retrouve de nouveau en situation d'enfance, dans un monde où tout est hostile, tout est agressif contre lui, tu sais pas quoi faire. On parlait de l'homme dans la nature, c'est exactement ça. D'un coup, t'es paumé, t'as perdu tous tes repères, tu n'es plus le grand mâle dominant, tu n'es plus l'espèce dominante. Non, d'un coup, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde, tu sais pas quoi faire. Et c'est ça qui est beau. Et on va faire en sorte que les spectateurs aient le même sentiment. C'est ça, c'est exactement. Une métaphore de l'âge adulte. Oui, c'est vrai que Spielberg, un peu comme Miyazaki, c'est un des très rares réals à faire de l'enfant sans
faire semblant d'être, sans prendre des espèces de codes qui ressemblent à rien du tout de ce que les enfants partagent en fait. C'est vrai que ils se mettent directement. E.T. est connu pour avoir des plans au niveau des enfants, etc. Bref, donc c'est hyper intéressant effectivement de ce point de vue-là. Ça, je suis d'accord avec Asina. Il y a aussi d'un point de vue effectivement structure scénaristique. Jurassic Park, c'est un exemple assez frappant de structure en 3 actes ultra classique avec des temps forts qui sont détaillés dans la dernière bible de Hollywood actuellement, en fait, qui est Save the Cat, je crois, enfin qui est une espèce de, qui est un bouquin qui a été passé par tous les scénaristes à Hollywood en ce moment, qui dit que voilà, à la minute 3 il faut qu'il y ait ça, à la minute 4 il faut qu'il y ait ça, etc., qui est vraiment qui a tué le scénario récemment, parce que du coup tous les producteurs, au lieu de prendre le truc comme une déconstruction d'une structure trop classique, ils ont fait c'est un cahier des charges, faut suivre exactement ça, ce qui fait qu'il y a plein de films actuellement qui ont pas de sens, parce que à la minute 4 faut qu'il y ait ça, à la minute 5, et peu importe qu'est-ce qui amène ces événements, c'est juste une espèce de succession de points comme ça. Je sais plus, je crois que c'est un Snyder, mais pas le Zack Snyder du réel, c'est un scénariste qui s'appelait Zack Snyder qui est mort, qui a écrit ce truc là, bref. Et ce qui est intéressant avec Jurassic Park, c'est que ça suit à peu près exactement la même structure, sauf que les temps diffèrent. Il y a des moments qui sont un peu plus longs, il y a des moments qui sont un peu plus courts, ça suit exactement la même structure, mais sauf que voilà, Spielberg il a joué un peu avec certaines scènes en les rallongeant ou en les écourtant, et ça marche du feu de Dieu, c'est hyper bien, donc c'est ultra classique Jurassic Park, mais ça marche. Donc c'est bien étudié pour ça aussi. Il nous reste un peu de temps. Je sais que toi, Manu, et toi aussi, certainement, vous avez ramené des notes dans tous les sens. Il y a quelque chose sur lequel vous vouliez revenir ? Moi, je voulais. Alors après, c'était pour ouvrir, au cas où si tu voulais encourager nos auditeurs à voir autre chose que Jurassic Park. Je voulais ouvrir sur le travail de Michael Crichton au cinéma. Parce que, donc, comme on l'a dit, il a écrit des bouquins, et il y a beaucoup de ces bouquins qui ont été adaptés. Et notamment, lui-même en a adapté plusieurs. Que moi j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, et qui sont fascinants, et qui ont toujours cette thématique de jusqu'où peut aller la science. Toujours il a posé des concepts de SF que je trouve assez cool, et dans ces films qui sont pas des films qu'il a fait dans les années 70, alors je vais les citer. T'as la variété Andromède, t'as l'attaque du train d'or, un truc comme ça. Ouais, alors je pensais plus à Looker. Ah oui, puis c'est Monde Ouest, c'est lui qui est Westworld, qui a été connu dernièrement. Donc Westworld, c'est 73. L'histoire d'un parc d'attractions qui se met à déconner. Donc on est très dans la thématique Jurassic Park. On a Coma en 78. Où là, c'est une espèce de conspiration hospitalière. Parce qu'on l'a pas dit, il a été Toubib aussi. Oui. Crichton avant, c'est lui qui a créé Urgence. Urgence, là c'est Urgence. Et donc il y a souvent ça aussi dans ses œuvres, le côté les médecins nous veulent du mal, tout ça. Donc dans Coma, il y a toute une conspiration hospitalière. Il y en a un qui est pas mal, c'est Terminal Man en 74. C'est une espèce d'homme bionique, l'homme qui va se faire greffer des puces, des choses comme ça. Évidemment, ça va mal se passer. Il va pas devenir si bien que ça. Et un petit dernier, allez. Un petit dernier. Et voilà. Et Looker, que j'ai cité au début, Looker, c'est génial. C'est c'est des mannequins qui font faire de la chirurgie esthétique, une chirurgie esthétique un peu particulière, un peu du futur. Et une fois de plus, ça va pas bien se passer, parce qu'il faut arrêter de modifier la nature avec la science. Ce n'est pas bien, ça marche pas. Et donc c'est ce qu'il y a dans toute son œuvre, dans le peu de son œuvre que je connais à Crichton. Et il était dans l'anticipation, il parlait de l'intelligence artificielle, il parlait du transhumanisme avant tout le monde, quoi. Complètement, c'est des films des années 70. Manu, rapidement. Rapidement, le petit truc que je rajouterais, c'est j'aime beaucoup le personnage de Denis Nedry, le mec qui fait tout foirer, c'est par lui que tout arrive. Et moi j'ai pris un peu les notes parce que j'ai noté sur les répliques, parce que je me suis aperçu qu'il y a des trucs qui me restaient dans la tête après ce truc, à commencer par le j'ai dépensé sans compter, la vie trouve toujours son chemin. Puis aussi la nana, vous n'avez pas dit le mot magique. Il y a plein de, je trouve que les dialogues, en fait, il y a beaucoup de bonnes lignes qu'on retrouve là-dedans, et qui, sur la VF, parce que je l'ai re-regardé en VF, c'est comme ça que j'ai découvert, ça passe bien. Putain, super mot de la fin. Wow. Ouais, on l'a tous vu en VF, là, j'imagine, d'abord. Oui, il n'y avait pas la VO en Sarthe, non. Ouais. C'était cool, merci à tous. De rien. Alors habituellement je termine par la question rituelle, est-ce que ce se regarde bien encore aujourd'hui? Bon, on connaît tous la réponse, hein, je vais pas vous faire la fin de la J'ai failli me bastonner avec des collègues qui ont dit que Hook c'était le meilleur Spielberg, j'ai failli les tabasser.
ça peut quand même un peu. Hooker, non, la série, non, il parlait. J'ai fait découvrir récemment à des amis qui l'avaient jamais vu. Ça peut être un tout petit peu difficile quand on est habitué au tout venant hollywoodien actuel. Mais d'accord, je la posais pas la question, mais allez-y. Ouais, hein. non, moi j'y réponds, je m'en fous. Ça peut être un peu difficile d'accès pour tous ceux qui sont trop habitués au tout venant hollywoodien actuel parce que c'est un film qui a une vraie exposition. En fait, et c'est. Ah oui, ça prend son temps au début. Et vraiment, le début prend son temps. C'est ce que je disais, hein, par rapport à la structure, c'est vachement plus long en fait. Exactement. Mais bon, dans le contexte de l'époque aussi, il y a un premier grand film comme ça sur des dinosaures. Les premières choses qu'on voit des dinosaures, mis à part les plans d'attaque qu'on peut voir comme ça sur les clôtures ou ou ce qu'on voit à la scène du début, ce qui fait transporter, c'est un tas de merde. Hein. Il faut le rappeler aussi, qui se fait fouiller par. C'est un joli tas de merde. La scène du Triceratops, c'est magnifique, incroyable. Et ensuite, avant qu'on voit les premiers grands dinosaures, les premiers grands herbivores. Et ça, je sais que ça peut dérouter un peu, mais ça vaut tellement le coup. Allez-y les gens. J'ai une autre question à la place. Il y a beaucoup de gens qui... Bon là, on enregistre avant la sortie de Ready Player One. Il y a beaucoup de gens qui le définissent déjà comme le Spielberg fondateur des années 2010, comme Jurassic Park était celui des années 90. Vous en attendez quoi, vous ? Bientôt 2020 quand même. Hein. Oui, bah, on est toujours dans les années 2010 en attendant. T'en attends quelque chose, toi ? De Ready Player One, ouais. Moi j'attends surtout les reviews qui vont tomber dessus de youtubeurs que j'aime bien parce que le tout venant nostalgique ça me brise profondément les burnes, j'en peux plus en fait. Donc c'est vrai que ça c'est un peu l'incarnation totale de ça. Non, je te le dis tout de suite, je l'ai vu en avant-première, donc c'est non. Bah, en tout cas, le bouquin. Ah oui, le bouquin, oui. Le bouquin, c'est le cas, j'en ai beaucoup entendu parler en tant que juste gloubi-boule gamerdique de référence à la con. J'irai pas le voir en courant. C'est du Spielberg, donc je pense que ce sera bien quand même. Enfin, il y aura quand même une base de très regardable, tu vois. Mais à côté de ça, j'aimerais Enfin, j'attends justement les reviews qui parleront de l'aspect un peu plus philosophique et le ras-le-bol que je pense que beaucoup de gamins en plus, c'est-à-dire de gens beaucoup plus jeunes que nous, qui commencent à en avoir marre des millennials avec leurs références de merde. Quoi. Et j'espère qu'on va se faire défoncer. Voilà. Asina ? Comme attente, moi j'attends de passer de. Je me dis pas que ça va être le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est moi qui me dis ne mets pas la calme barre tes trop ardeurs, haute, etc. Parce que je me méfie aussi effectivement un peu du côté trop nostalgique, mais de ce que j'ai pu lire du projet jusque-là, ça m'avait l'air pas trop dans cette direction. Donc en plus tu confirmes là à l'instant que c'est pas un. Du coup moi j'ai quand même assez envie d'y aller. C'est un décorum plus qu'autre chose, hein, les références nostalgiques. Ouais. Tu les vois, tant mieux, tu les vois pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai envie de me reprendre une claque quand même de la part de Spielberg, mais si je l'ai pas, c'est pas grave tant que ça reste un très bon film. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que on est condamné maintenant après avoir été tellement fan de Jurassic Park, on est condamné à attendre quand même malgré nous les films de Spielberg. Enfin moi j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je vois. Pourtant ça fait 10 ans que je m'emmerde royalement devant ces films, mais oui, je vais aller le voir en courant, évidemment, mais parce que y a eu Jaws, parce qu'il y a eu Jurassic Park, parce qu'il y a eu Indiana Jones, parce que tout ça, quoi. Mais voilà. Mais écoutez, moi, j'en attendais pas grand-chose pour la raison que tu viens d'évoquer, puis je suis sorti très content. Je vous dis que ça, c'était plus intelligent qu'il n'y paraît, et j'attendais justement que ce soit pas qu'une machine à nostalgie, et je trouve qu'il a fait quelque chose il a fait de l'aïkido avec cette attente en fait, et du coup vous verrez bien, je serais curieux d'avoir vos avis. Toi tu vas pas aller le voir de toute façon, Manu, hein. Non, probablement pas, mais j'en attendrai rien, mais je serais tenté plutôt de lire le bouquin déjà, tu vois, puis plus tard de mettre la main dessus et de voir d'accord. Éventuellement. Mais on en reparlera le moment venu quand on verra le film, et toi non. On a fini hein, les enfants, hein, donc merci encore une fois à vous tous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le désordre le plus total, Sartman? Moi, alors, sur un podcast avec lequel on parle de la série Buffy contre Vampire, donc dans laquelle il n'y a aucun dinosaure, hélas. Il y a quelques dragons parfois. Peut-être dans les comics. Dans les comics, il y a de tout. Il y a de tout. Non, sur Twitter, @Sartman. Je vais pas vous emmerder trop dans votre flux, parce que je poste très peu souvent, mais normalement de qualité. Asina? Vous me retrouverez dans des génériques pour qui sait où chercher. Bon. Suspense. On verra au prochain épisode, tu seras là. Faut-il?
Je suis sur Twitter, @SparkleRutil, je suis sur Facebook, Rutil, tout simplement. Et puis, bah oui, sinon, lisez mes bouquins, ils sont cool. Bah, tu peux dire les titres. Rhapsody chez Soleil, la série est finie, j'en suis vraiment fière. C'est du bouquin franco-belge, 46 pages, voilà, super. J'ai sorti des bouquins sur l'histoire de la gastronomie chez Le Lombard. Et à la fin de l'année, il y aura une biographie sur Auguste Escoffier qui paraît chez Glénat. Donc voilà. Miam. Manu. Moi, on peut me retrouver dans l'agence Too Geek quand je ne suis pas malade, parce que j'ai justement loupé l'enregistrement de cette semaine à cause de ça. Et sinon, je traîne sur Twitter, @herbefolle, et je continue d'alimenter mon blog de chroniques de bouquins de SF, fantasy et autres sur herbefolle.com. Et bah voilà, cette fois c'est la bonne. Encore une fois, merci à tous, vous revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Alors je pensais pas dire ça un jour, mais je vais annoncer le prochain projet qui est les talons noirs. Donc toi qui te moquais des poneys tout à l'heure, bah, tu vois, c'est moi aussi je pensais pas. J'avoue que j'ai ricané tout à l'heure quand elle a dit ça. C'est quoi les talons noirs, César? Tu sauras ça dans 2 semaines quand le podcast sortira. Comme d'habitude, je vous laisse le choix de la fin pour la musique. Vous voulez écouter quoi? Qu'est-ce qu'on choisit? Attention Dino, danger. Le plus soir. Bon bah écoutez, oui, c'est validé, hein, je pense. Ouais, c'est parti, ça fera plaisir aux amateurs de Karim Debache et de Gilles Servat. Qu'est-ce que je voulais dire? N'oubliez pas d'aller commenter, liker, partager les podcasts. Vous savez comment ça marche. Hein. Il y a très peu de commentaires, donc mon ego se portera mieux s'il y en aurait un peu plus. Et puis donc à dans 2 semaines pour les talons noirs. Gros bisous tout le monde. Salut. Salut. À l'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivait notre ami John Hammond, c'était Isla Nublar, je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces. Pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus? Et c'est le grand départ pour un week-end fantastique. Bienvenue à Jurassic Park, dit John Hammond d'un air tonique. Mais c'était sans compter Nedry et son plan machiavélique. C'est le début d'une aventure aux conséquences catastrophiques. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. Comme Denis Nedry a laissé ouvert les clôtures, le T-Rex s'échappe et tente de manger la voiture. L'avocat se fait bouffer, Yann Malcolm est amoché, et Alan Grant et les enfants vont se cacher dans les fourrés. Perdus au fin fond de la jungle, nos amis tentent de rejoindre le centre, c'est leur seule chance de survie. Mais quand ils escaladent l'enclos, Elire met les plombs, et le petit Tim un peu en retard se prend tout le jus dans le citron. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. Ils sont de retour au centre, mais là-bas rôdent les raptors. T'approches pas trop d'eux, sinon t'es un homme mort. Ces bébêtes font flipper, même les plus chevronnés. Regarde bien sur les côtés, c'est trop des petits futés. Le pilote de notre histoire est plutôt épique. La plus belle course poursuite depuis la fin du Jurassique. Nos vaillants héros rejoindront l'hélicoptère, mais ne verront plus jamais les oiseaux de la même manière. Attention, dino danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Attention, dino danger. Si tu veux pas voir les raptors, faudra fermer la porte à clé. On va pas avoir de problème comme la dernière fois ou... Moi, je suis chaud pour faire de la post-prod, mais... Ouais, parce qu'en fait, l'épisode sur Ayam, Asina est revenu pour enregistrer toutes ses répliques. Ah, j'ai enregistré tous mes trucs. Waouh. Tu t'es auto-cité. Ouais. Avec la même... On va pas s'enlever des côtes pour ça? Allez,